Allez, on y va. Le premier chapitre, sorti en novembre 2024, il s'appelle Eikei no Hana, ça veut dire « fleurs dans les ruines ». Et le titre est « Il est d'une justesse glaçante Ah oui, la scène d'ouverture est d'une mélancolie, c'est fou. On voit Saori Kido complètement amnésique qui se balade dans le sanctuaire. » ou ce qu'il en reste plutôt. Exactement, ou ce qu'il en reste. Tout est en ruine, c'est une vision de désolation totale. Et dans ses bras, elle tient un bouquet de fleurs. On apprend qu'elle vient de l'acheter à Shun. Shun, Lui aussi amnésique, qui est devenu un simple vendeur de fleurs en Grèce. L'image est poignante. on sent le drame qui est juste sous la surface. Et tout bascule à un moment très précis, n'est-ce pas? Exactement. Le point de rupture, c'est quand elle arrive au temple du Sagittaire. Là, elle voit le fameux testament d'Aiolos gravé sur le mur. Le fameux message. Ce message pour les générations futures de chevaliers. Et à cet instant, c'est comme un barrage qui cède dans sa tête. Pouf! Tous ses souvenirs de déesse lui reviennent d'un seul coup. Elle redevient Athéna. Et c'est là que... Mais cette révélation, cette redécouverte, ça amène une question absolument terrifiante. Pourquoi le sanctuaire est-il un champ de ruines? Attends, et c'est là que l'une des théories les plus folles qu'on a pu lire prend tout son sens. Le simple fait qu'Athéna se souvienne, ce n'est pas une victoire. Non. C'est une déclaration de guerre involontaire. C'est plus qu'une théorie, c'est presque une évidence quand tu connectes les points. En récupérant sa divinité, elle brise un pacte, un statu quo tacite avec l'Olympe. D'accord. Chaque souvenir qui lui revient, c'est comme si elle allumait une allumette au-dessus d'un baril de poudre. Et la destruction du sanctuaire, C'est la réponse. c'est la réponse. La toute première réponse de Zeus. Un avertissement d'une brutalité sans nom qui dit « Je sais que tu es revenu ». Et voilà ce qui arrive quand on me défie. C'est vertigineux. Ça veut dire que pendant qu'elle montait les marches des 12 maisons, elle ne croisait personne, non pas parce qu'il se cachait, Non. mais parce qu'il n'y avait plus personne à croiser. C'est la seule explication logique. Un abandon total. Ce qui donne au bouquet de fleurs une dimension tellement tragique. Ce n'est plus juste un bouquet. Non, c'est une offrande. C'est une offrande funéraire pour les chevaliers d'or, les derniers gardiens d'un lieu qui a été rayé de la carte. Elle marche sur les cendres de son armée, en fait, sans même le savoir au début. Ce qui est dingue, c'est que cette idée de saga contre Zeus, ce n'est pas nouveau. Kuromada y pense depuis 1990. C'est ça. Il y a eu le film de 2004, le prologue du ciel, le fameux Tenkaien Joso, Ouverture, qui devait lancer une trilogie avec Zeus, et même Chronos en boss final. Mais bon, le projet a été annulé. Malheureusement, oui. C'est fou de se dire qu'il revient à sa vision originale presque 20 ans plus tard. Et il ne revient pas pour faire de la figuration. La menace de Zeus, elle est construite depuis des années. Dans Next Dimension, c'est dit noir sur blanc. Il est bien plus puissant que ses frères. Que Hadès et Poséidon. Oui. Mais l'exemple le plus parlant, c'est celui d'Apollon. Ah oui, Apollon. Le dieu solaire, la classe absolue, celui qui efface la mémoire d'Athéna et des chevaliers d'un claquement de doigts. Une puissance écrasante. Exactement. Ce type est terrifiant de pouvoir et d'arrogance. Et pourtant, ce même Apollon, le dieu du soleil, il avoue craindre la colère de Zeus. Ah oui. Quand on réalise ça, on comprend qu'on change complètement d'échelle. On ne parle plus d'une guerre sainte classique. Ce qui se prépare, c'est une apocalypse divine. Attends. Si même Apollon a peur de Zeus, ça change tout. L'échelle de puissance à laquelle on était habitué, elle vient littéralement d'exploser. Carrément. Donc, si Zeus décide d'entrer en guerre, il ne va pas venir seul. Il lui faut une armée à sa mesure. C'est la grande question. Qui sont les guerriers de Zeus? En se basant sur tout ce qu'on a vu, on peut commencer à dessiner un portrait robot. D'accord. On a eu les anges d'Artémis dans le film, on a aperçu ceux d'Apollon. On a même eu des anges de Lucifer. La suite logique, ce serait quoi? Les anges de l'Olympe? La garde personnelle, l'élite de Zeus. Et qui ça pourrait être? D'autres dieux? C'est une des pistes les plus solides. On pourrait imaginer des dieux comme Arès ou Hermès en tant que généraux. Une autre piste, qui est explorée dans le film de 2004, c'est qu'il s'agisse des âmes de grands héros de la mythologie. Genre Thésée ou Ulysse? Exactement. Imagine un combat entre Shiryu et Héraclès. Ce serait fou. Ce qui est certain, c'est que l'Olympe est déjà en mouvement. La fin de Next Dimension était très claire là-dessus. C'est vrai. Apollon et Artémis viennent sur Terre pour juger Athéna. Les dieux ne sont plus de simples observateurs, ils sont déjà là. D'accord. On a Zeus et son armée divine d'un côté. Mais en face, il manque la pièce maîtresse, le tueur de dieux par excellence. On en est où avec Seiya? Le rôle de Seiya, c'est la clé de tout. On sait depuis longtemps que ce n'est pas un simple mortel.
Hadès lui-même, dans les enfers, le reconnaît comme son ennemi juré. Celui qui le blesse à chaque réincarnation. C'est ça, depuis les temps mythologiques. Et là, les sources avancent une hypothèse fascinante. Et si Seiya était aussi la réincarnation d'un guerrier qui a osé défier Zeus lui-même à l'aube des temps? Waouh! Ça donnerait une toute autre dimension à leur combat. Ah bah oui. Ce ne serait plus un dieu contre un humain, mais une vieille querelle personnelle, un cycle de vengeance qui se répète. Zeus ne verrait plus Seiya comme un insecte, mais comme une menace existentielle, un fantôme du passé. C'est ce qui rend leur future confrontation si électrique. D'ailleurs, les premières infos sur le chapitre 2 vont complètement dans ce sens. Ah oui? Il s'appellerait Tenshi no Shime, la mission de l'ange, prévue pour décembre 2025. On y verrait Saori après avoir retrouvé la mémoire qui rencontre Marin de l'Aigle. Et là, elle prend une décision qui change tout son personnage. Elle n'est plus passive. Fini. Elle refuse d'être à nouveau la princesse qui attend d'être sauvée. Elle décide de se préparer activement à la guerre. Fini la demoiselle en détresse. C'est un changement énorme. Et ce chapitre 2 contiendrait surtout le moment que tout le monde attend. Le réveil de Seiya. Absolument. Même si son esprit est encore prisonnier de l'amnésie, son corps, son cosmos, tout réagit instinctivement. À la présence d'Athéna. Oui, et au danger imminent. Les descriptions parlent du cosmos, du Pégase qui s'éveille à nouveau. C'est le signal. Le fer de lance d'Athéna est sur le point de revenir. C'est inévitable. On a Athéna qui redevient une guerrière, Seiya qui s'éveille, mais pour une guerre contre l'Olympe, il va falloir plus de monde. Et ça nous amène à l'autre grande question, soulevée par des croquis de Kurumada. Le retour des Chevaliers d'Or. Ah, Comment c'est possible, alors qu'ils sont tous morts au mur des lamentations? c'est le grand mystère. Les analyses qu'on a pu lire avancent 3 théories principales. La première, c'est la plus simple, de nouvelles incarnations. Une toute nouvelle génération. Logique, mais peut-être un peu décevant pour les fans des anciens. Quelle est la deuxième? La deuxième est beaucoup plus sombre et perverse. Une résurrection orchestrée par Zeus lui-même. Oh non! Il ramènerait les Chevaliers d'Or à la vie, mais pour les retourner contre Athéna, pour en faire l'avant-garde de son armée. Imagine le déchirement de voir affronter Aiolia ou Mu. Ce serait terrible et tellement cruel. C'est une idée géniale. Et la troisième sœur? La troisième est plus complexe. Liée directement à Next Dimension, le voyage dans le temps d'Athéna et Shun aurait pu créer une faille, une anomalie temporelle. Un paradoxe. Une sorte de paradoxe qui permettrait aux Chevaliers d'Or du passé ou à une version alternative d'eux de revenir. Quelle que soit la méthode, leur retour semble quasiment certain. On n'imagine pas une guerre pour l'Olympe sans les 12 gardiens du Zodiaque. Et tout ça pourrait arriver plus vite qu'on le pense. Des rumeurs très récentes circulent. Alors attention, il faut prendre ça avec d'énormes pincettes. Ça viendrait de fuites analysées par une IA. D'accord, donc prudence. Prudence. Mais ces fuites parlent d'un titre complet. Saint Seiya, The Battle for Olympus. Et un premier chapitre qui pourrait débarquer dès février 2026. Ah oui, c'est proche. L'annonce officielle qui confirmera tout ça est attendue autour du 19 décembre. L'attente est à son comble. Il faut aussi remettre ça dans la perspective de la vie de l'auteur. Masami Kurumada a 71 ans. Il a passé sa vie à construire cet univers. Il est plus que probable que cette saga soit son œuvre finale. Sa conclusion? Sa conclusion définitive, il pose la dernière pierre de sa cathédrale. Et la destination finale, elle est d'une logique implacable. C'est vrai que quand on y pense, le cheminement a toujours été clair. Exactement. Ils se sont battus au sanctuaire, sur la terre, puis ils sont descendus dans le royaume sous-marin de Poséidon, Puis encore plus bas, encore plus bas, dans les profondeurs des enfers d'Hadès. La progression a toujours été verticale. Il ne reste qu'une seule destination possible pour le conflit final. Tout en haut, le mont Olympe, le domaine des dieux. bon, si on récapitule, Athéna a retrouvé la mémoire, et en faisant ça, elle a probablement mis le feu à l'Olympe. Le sanctuaire n'est plus qu'un tas de cendres. C'est ça. Seiya est sur le point de s'éveiller, son cosmos répond déjà à l'appel, et le plus grand, le plus puissant des dieux, Zeus, s'apprête enfin à entrer dans l'arène. Le combat d'une vie. La bataille que les fans attendent depuis près d'un demi-siècle est sur le point de commencer. Et c'est là que les sources qu'on a analysées introduisent une dernière pensée, une spéculation un peu folle, mais fascinante. Ah. Et si Zeus n'était pas le véritable antagoniste final? Danger si primordial qu'il mettrait en péril les dieux eux-mêmes forçait Athéna et Zeus à s'allier. Un ennemi commun.
La source évoque un nom, Chronos, le titan du temps, le père de Zeus, celui qui l'a détrôné mais peut-être jamais vraiment vaincu. Waouh! Alors là, ça change absolument toute la perspective. L'ennemi ne serait pas Zeus. Zeus ne serait qu'un obstacle avant le véritable boss final. L'enjeu ne serait plus une simple guerre entre des dieux et des humains. Mais un combat contre le concept même du destin, contre le cycle éternel des réincarnations et des guerres saintes qui se répètent depuis la nuit des temps. C'est ça. Ce qui pose la question ultime de toute la saga, Seiya et ses amis qui ont toujours été les pions de ce cycle, pourront-ils enfin briser la roue du destin et trouver la paix? Ou leur sort est-il de se battre, encore et toujours, pour l'éternité? La réponse est peut-être tout en haut de l'Olympe.